Le débat de ce Smart Impact, on est toujours évidemment à la Rêve 2025 dans les allées de Roland-Garros et on parle du mécénat de compétences avec Corinne Massin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la présidente de l'Alliance pour le mécénat de compétences, également directrice du mécénat chez Servier. Gilles Bonenfant, bonjour. Bonjour. Le président d'Eurogroupe Compagnie. On va peut-être démarrer en présentant l'AMC en quelques mots, tout simplement. Dites-nous. Très bien, bien sûr. L'Alliance pour le mécénat de compétences, c'est une aventure collective depuis 2019 qui a réuni une quinzaine de chefs d'entreprise au siège des Échos pour signer un manifeste de 7 engagements qui était à l'époque de s'engager à mettre en place ou à déployer le mécénat de compétences, à le développer, à le promouvoir et à faire des études sur le sujet qui étaient quasi inexistantes. Donc voilà, ça a démarré comme ça et maintenant on est à peu près 30 entreprises. On vient de sortir un livre blanc, on va en parler on va l'évoquer, bien sûr. Il y aura la signature d'un nouveau manifeste. Ouais, on va parler de ce livre blanc, de ce manifeste. D'ailleurs, ces présidents, ils sont réunis à l'occasion de la REF. Vous êtes en train de les réunir, c'est ça? Alors nous les avons réunis ce matin ça, oui. tous ensemble. Il y a eu des tables rondes où ils ont parlé, se sont enrichis par l'écoute de chacun. Oui. Et bien sûr, le sujet phare, c'était le mécénat de compétences à impact, dont nous parlons maintenant dorénavant. Oui, et on va évidemment l'évoquer. Et l'un de ces présidents, qui est aussi un pionnier, on peut le dire, c'est vous, Gilles Bonenfant. Pourquoi? Parce que Eurogroupe Compagnie fait du mécénat de compétences depuis combien de temps? Alors, nous, on a démarré il y a presque 23 ans. On n'employait même pas ces on en a fait sans le savoir, hein, ouais. mais en fait l'idée est venue au moment de la loi sur les 35 heures et dans les discussions que nous avons eues avec le comité d'entreprise. On a dit, mais finalement, bien évidemment, on va s'inscrire dans cette logique des 35 heures, mais on va trouver une forme de compensation et on a créé le mécénat de compétences avec une équipe qui lançait ça. Donc je vous ai depuis bientôt 23 ans. On a accéléré ça au travers d'une fondation pour les 35 ans d'Eurogroupe. J'ai proposé aux associés de créer une fondation qui assurait la pérennité de cet événement, de cet élan d'origine. Donc 23 ans qu'on en fait, qu'on réunit des jurys et c'est au cœur de l'activité d'Eurogroupe, génération après génération. Moi, je préside un groupe de conseil, donc par définition, il y a du turnover. Et ça m'a fait plaisir d'ailleurs de retrouver ce matin dans la réunion des présidents des anciens d'Eurogroupe qui sont dans des entreprises et qui me disent et alors ça existe toujours. J'ai dit mais ça existe encore plus. Ça s'est développé, ça a donné de l'ampleur et voilà. Et donc ça représente quoi en chiffres, en heures déployées? Alors moi j'ai été marqué par des chiffres, peut-être en compétences proposées aussi. J'ai été marqué ce matin par des chiffres, alors d'abord importants, de plus en plus d'entreprises, on le voit dans les statistiques et dans les baromètres qui ont été portés par Corinne et les équipes. Nous c'est entre 12 et 15 jours par an par collaborateur qui est engagé, ce qui est très au-dessus des moyennes qu'on a évoquées. Nous on est une ETI, hein, je rappelle, on est un groupe de conseil, 3000 personnes dans le monde, 500 en gros en France. Et c'est un lien entre toutes les équipes avec un phénomène nouveau. C'est qu'avant, au départ, c'était essentiellement les consultants et maintenant on a nos fonctions corporate parce que toutes les compétences sont nécessaires pour les associations qu'on accompagne. Donc, alors moi je ne suis pas friand des KPI de cette nature-là, mais quand je vois la façon dont nos collaborateurs nouveaux s'engagent, tout profil confondu, et à la fois les associations qui postulent aux appels à candidature qu'on fait, je me dis qu'on doit être dans les bons ratios. Oui, effectivement. Corinne Massin, est-ce qu'on vous demande encore, mais c'est quoi exactement le mécénat de compétences? Eh oui. Oui, à part les membres évidemment. Peu, mais bon, non, pas les membres de l'AMC, mais par exemple des gens que vous croisez ici oui, à la REF, tout à fait, des entreprises qui viennent nous voir, qui disent on sent que c'est un sujet RH important, que ça peut donner du sens, etc. Mais qu'est-ce que c'est concrètement? Donc en fait, le mécénat de compétences, c'est la possibilité donnée par l'entreprise aux collaborateurs, quel que soit le collaborateur, de s'engager sur son temps de travail, sur des missions d'expertise professionnelle ou de savoir-faire personnel. Voilà, c'est ce qui caractérise ce dispositif. Et ce qui est essentiel, c'est d'exercer finalement le métier qu'on fait, quel qu'il soit, dans les entreprises, au service d'associations qui en ont vraiment besoin et de mélanger les expériences. Et ça peut permettre aussi de temps en temps de faire un peu retomber certaines de nos équipes sur la réalité du terrain, sur ce besoin permanent. Et je vous le disais tout à l'heure, plus de 20 ans d'expérience, nombreux de nos collaborateurs sont maintenant membres des conseils d'administration de certaines petites associations prolongées, d'ailleurs même en quittant Eurogroupe. Donc ça crée ce lien
Ce qu'a démontré le baromètre, le livre blanc, tout ce qui a été évoqué ce matin, c'est que ça peut être porté par des grands groupes, bien évidemment, mais aussi par des ETI et des PME et sur le territoire. Et je crois qu'il faut franchir une étape. On l'a évoqué dans les conférences précédentes. Ça passe simplement peu, ça doit être porté. Nous devons le faire parce que la société en a besoin, les collaborateurs en ont besoin. Et c'est pas simplement une question de sens, c'est une question d'appartenance, c'est une question de... Nous, on fait des jurys 2 fois par an. J'ai plaisir à voir sur des projets qui sont pour choisir les associations. Évidemment, un jury qui est porté par les collaborateurs, tout ça c'est fait par les collaborateurs d'Eurogroupe, qui apportent, qui sourcent des associations. Il y a un jury, on choisit parmi ce jury-là. Et quand les collaborateurs avec les associations viennent pitcher devant un jury pour présenter le projet, et puis 6 mois après, quand le projet a été fait, on fait le bilan. Est-ce qu'on est dans les résultats qui étaient attendus? Et ça, on le fait en co-équipe avec les associations et avec toutes les ressources nécessaires par rapport à l'expertise qui est attendue sur un thème donné. Ouais, effectivement, Corinne Massin, quelles leçons vous tirez on va parler du livre blanc, mais déjà ce baromètre, vous publiez tous les ans un baromètre du mécénat d'entreprise. Est-ce qu'effectivement il n'y a pas assez de PME? Est-ce que c'est l'une des leçons qu'on peut tirer? Ou est-ce qu'au contraire, vous voyez le nombre de PME s'emparer du mécénat de compétences augmenter? Alors d'abord, je rectifie, c'est le baromètre ADMICAL, qui est donc l'association du mécénat d'entreprise de manière globale. Et cette année, nous avons collaboré sur le focus, mécénat de compétences. C'est bien ça. Pour la première année. Donc ce que l'on peut constater, c'est que sur les 172 000 entreprises mécènes, ce qui représente 9%, il y a 16% de ces entreprises qui pratiquent le mécénat de compétences, qui l'ont mis à disposition de leurs collaborateurs. C'est en progression, mais ça reste quand même, on va dire, il y a encore de la marge pour progresser. Effectivement, il y a une belle marge. Et c'est d'abord des grands groupes? Alors, il y a quand même pas mal de PME. Essentiellement encore des grands groupes à 84%, 56% d'ETI et 30% de PME. D'accord, donc il y a aussi une marge de progression pour les PME. Il y a une volonté d'en faire plus. Et ce que je trouve remarquable, c'est que les ETI et les PME s'y mettent. Parce que vu d'un dirigeant de petite entreprise, c'est pas tout à fait la même chose. Et ce qui est évoqué au travers il y a déjà beaucoup de bras de Shiva à mobiliser sur mais ils ont aussi besoin d'être attractifs. Ils ont aussi besoin de créer l'attractivité et de la présence et éviter des turnovers. Voilà, donc tout ça, c'est important de le faire. Il y a un phénomène nouveau depuis 2 ans, c'est que les administrations aussi doivent fournir cet effort sur le mécénat de compétences. Et là, je trouve que c'est faible. C'est fait, je crois que c'est 20%, vous disiez tout à l'heure, d'entreprises, d'administrations qui pratiquent le mécénat de compétences. Alors c'est vrai que c'est ouvert depuis peu. Il y a une loi cadre qui leur a offert un pilote sur une expérimentation de 3 ans. C'est récent, ça fait moins de 2 ans. Ce qui fait que maintenant, d'ailleurs, ils viennent nous demander, nous, on ne sait pas faire, comment doit-on faire? Mais comme ils sont en phase pilote, ils se disent, d'ailleurs, on n'est pas sûr que ce soit conservé à terme. Donc, il y a des hésitants, il y a ceux qui ont déjà collaboré avec nous sur des webinaires, sur essayer d'acculturer un petit peu le mécénat de compétences au sein de l'administration générale et territoriale, je précise, pas hospitalière. Mais en tout cas, c'est un sujet qui concerne maintenant tout le monde. Il nous reste un peu moins de temps. Allez-y rapidement, parce que je voudrais qu'on parle du mécénat impact. Il faudrait aller plus loin, parce que par ailleurs, dans les codes de marché public, on a des restrictions et des obligations aujourd'hui de clauses de réinsertion. Donc le juste équilibre entre le privé et le public, c'est peut-être aussi qu'ils se saisissent du sujet, parce qu'ils en verraient à la fois l'intérêt et peut-être la difficulté de mise en œuvre. Et puis montrer l'exemple. Oui, tout à fait. Sur le mécénat impact, c'est le thème du livre blanc que vous avez partagé avec les présidents ce matin. Est-ce que c'est une demande importante, plus importante qu'auparavant, de s'emparer finalement de ces thématiques de transition environnementale dans le cadre du mécénat de compétences? Alors, d'abord, le mécénat de compétences à impact, c'est lié à une étude que nous avons faite avec Kimso et Pro Bono Lab pour écouter le ressenti association, qui était quand même un peu nouveau chez les entreprises. Et nous avons défini un mécénat de compétences à impact, c'est-à-dire qu'il y a une utilité sociale.
Pas seulement environnemental, évidemment, utilité pas seulement environnemental, qui sociale, concerne tous les sujets de société et qui commence par écouter les besoins de l'association et non pas avoir des préoccupations RH en interne, mais aller vers les associations et comprendre leurs besoins. Je vous interromps parce qu'un mécénat de compétences, c'est forcément un impact social. Vous voyez ce que je veux dire? On va aider une association? Non. Pourquoi? Non. Alors pourquoi je l'ai vécu, moi, dans mon entreprise? Au début, nos partenaires nous disaient, pour mettre en place le mécénat de compétences, qu'est-ce qui ferait plaisir à vos salariés? D'accord. Et moi, au début, je dis, c'est vrai que je sais qu'ils aimeraient bien être au contact des bénéficiaires. On va vous trouver quelque chose qui vous fasse plaisir. Parce qu'ils ont peur, quelque part, que le mécène ne finance pas dans l'avenir. Voilà. Et finalement, maintenant, ce que l'on dit dans ce mécénat de compétences à impact, c'est, attention, c'est pas le sujet. On vous écoute, faites bien l'inventaire de vos besoins et nous, on est là pour y répondre. Si ça ne matche pas, tant pis, vous avez d'autres mécènes, mais en tout cas, c'est pas le sujet. C'est gentil, mais c'est pas le sujet. Il faut vraiment répondre à vos besoins. Et ça, c'était pas acquis. C'est pour ça qu'on a mis un jury. On présente le projet, un jury, on choisit l'association en se disant deux choses. Ils ont vraiment besoin de nous et nous, on peut vraiment les aider. Oui. Et 6 mois après ou 3 mois après, suivant la formule qu'on a adoptée en fonction du besoin, on fait un bilan, résultat obtenu par résultat obtenu. Les résultats sont multiples. Et c'est là où on a une logique d'impact, on a une logique de preuve. On s'est engagé à faire. D'ailleurs, on demande aux associations d'être disponibles. Ils n'outsourcent pas chez nous un travail, il faut le faire avec eux, parce qu'à la fin, il faut qu'ils grandissent. Est-ce qu'il y a beaucoup de projets autour de la transition environnementale ? Alors ça dépend en fait des axes d'engagement de chaque entreprise dans son mécénat. Chez nous, chez Servier par exemple, on est dans l'accès à la santé, l'éducation, l'insertion sociale. D'autres entreprises vont être sur l'environnement, etc. Chez nous, l'environnement, c'est traité par la RSE. Donc c'est naturel. Mais en fait, ça dépend vraiment de l'approche mécénat de chaque entreprise. Dernière question, il nous reste un peu plus d'1 minute sur la professionnalisation. Est-ce que vous pratiquez le mécénat de compétences chez Eurogroupe Compagnie depuis plus de 20 ans, vous nous l'avez dit. Est-ce que vous avez ressenti parfois la nécessité de mettre un peu plus de cadre, de professionnaliser la mise en œuvre, tout simplement? Régulièrement, on s'interroge. C'est-à-dire sur le fait, est-ce qu'on est dans les canons de beauté? Est-ce qu'on est, comme tous les métiers, ils évoluent, le nôtre évolue, donc l'accompagnement évolue. On s'est des fois trompé, on s'est trompé sur des associations qu'on a choisies. Il faut quand même le reconnaître. Donc oui, on s'interroge là-dessus. Le métier, le rôle qu'on doit donner. Vous évoquiez tout à l'heure la transition énergétique. Nous, les sujets qu'on a beaucoup, c'est des sujets de déploiement sur le territoire. C'est-à-dire finalement, on se rend compte que beaucoup d'associations, alors on a plutôt on va dire un sourcing Île-de-France, mais beaucoup de ces associations, comme Marseille, veulent aller sur le territoire. Donc on a beaucoup d'aide à apporter sur un déploiement territorial. Donc ça, c'est une autre nature d'approche, comme on vit dans nos clients qu'on accompagne finalement au quotidien, dans notre métier de consultant. Eurogroupe le fait au travers du mécénat. Oui, il faut s'intéresser. D'ailleurs, on a créé d'autres natures d'accompagnement au travers de la FOTation, qui sont des mécénats parfois de courte durée. On parlait de séminaires tout à l'heure, mais des fois, on fait des interventions très courtes où on challenge la direction d'une association pour les mettre dans une logique. C'est quoi votre trajectoire? Vous savez, il y avait tout un tas d'associations autour du sida. Et puis il y a tout un tas d'évolutions qui ont été tournées. Alors Servier en parlerait mieux que moi, vu le sujet que j'évoque. Et finalement, on est allé beaucoup plus loin que simplement traiter le sujet proprement parlé du sida. Donc tout ça doit évoluer avec l'économie et les besoins associatifs qui naissent. Merci beaucoup à tous les deux. Très vite, alors on a dépassé le temps. Juste rajouter que le livre blanc, ça s'adresse à l'écosystème bien sûr du mécénat, mais ça s'adresse aussi au pouvoir public à un moment où on est dans un contexte de prochain examen de la loi de finances et que là, le message que je voudrais passer, c'est que fragiliser le mécénat, c'est aussi fragiliser les solidarités. Voilà. Merci beaucoup à Merci tous les à vous. deux. Merci, et bonne ref 2025. Je vous laisse repartir dans les allées de Roland Garros.